China est en train de réécrire les règles de ce qui est physiquement possible. Le pays construit actuellement des projets si gigantesques qu'ils donnent l'impression que le canal de Panama appartient à une autre époque. Nous parlons de déplacer des fleuves entiers à travers un continent, de creuser des tunnels sous les mers que les ingénieurs considéraient comme impossibles, de construire des barrages qui produisent plus d'énergie que certains pays n'en consomment en une année. Ne manquez pas ce classement des 9 plus grands méga-projets d'infrastructures jamais réalisés par la Chine. Des lignes ferroviaires qui défient les lois de la physique au détournement d'eau qui semble impossible, voici les réalisations les plus impressionnantes du pays. Commençons avec le numéro 9. Imaginez construire une voie ferrée vers le toit du monde. C'est exactement ce qui se passe actuellement sur le plateau tibétain où des trains fileront bientôt à 250 km/h à travers un terrain où la plupart des gens ont besoin de bouteilles d'oxygène simplement pour marcher. Et si vous pensez que cela semble difficile, vous n'avez encore rien entendu. Le Tibet se trouve sur un plateau situé en moyenne à 4500 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est plus haut que l'altitude de croisière de nombreux avions commerciaux. Les ouvriers ne peuvent pas manier un marteau plus de quelques minutes sans reprendre leur souffle. Le béton met 2 fois plus de temps à prendre et les moteurs diesel perdent près de la moitié de leur puissance. Et puis il y a le sol lui-même. Une grande partie du tracé traverse le pergélisol, un sol gelé en permanence depuis des milliers d'années. On pourrait croire qu'un sol gelé est stable, parfait pour construire dessus. Sauf que lorsqu'on pose une voie ferrée par-dessus, le sol commence à se réchauffer. Le pergélisol fond. Ce qui était autrefois une terre solide se transforme en boue instable, capable d'engloutir des sections entières de voies. Les ingénieurs ont vu des sections d'essai s'enfoncer de plusieurs mètres dans le sol en quelques mois. La solution qu'ils ont trouvée ressemble à de la science-fiction. Ils construisent la voie ferrée sur des milliers de ponts surélevés, mais ce ne sont pas des ponts ordinaires. À l'intérieur des piliers de soutien, de l'ammoniac liquide circule dans un réseau de tuyaux agissant comme un immense système de réfrigération. L'ammoniac absorbe la chaleur du sol, gardant le pergélisol gelé même lorsque des trains de 200 tonnes passent à grande vitesse au-dessus. Chaque pilier est essentiellement un congélateur géant fonctionnant 24 heures sur 24 pour lutter contre l'effet de réchauffement naturel provoqué par la voie ferrée elle-même. Mais garder le sol gelé n'est qu'une bataille. À ces altitudes, les locomotives diesel perdent tellement de puissance qu'elles peuvent à peine tirer leur propre poids, encore moins un train de passagers complet. La Chine a développé des locomotives spécialisées avec des moteurs turbocompressés qui forcent davantage d'air dans les chambres de combustion, compensant la minceur de l'atmosphère. Même avec cette technologie, les trains ont besoin de moteurs plus puissants que ceux de lignes équivalentes au niveau de la mer. Puis il y a le facteur humain. Les passagers voyageant pendant des heures à ces altitudes souffriraient d'un grave mal des montagnes, maux de tête, nausées, voire œdème pulmonaire potentiellement mortel. Chaque voiture est pressurisée comme une cabine d'avion, maintenant une atmosphère artificielle équivalente à 2800 mètres, même lorsque le train circule à 4500 mètres. De l'oxygène est injecté en continu dans les voitures. Du personnel médical voyage dans chaque train. Des masques à oxygène d'urgence sont intégrés à chaque siège. La logistique de construction à elle seule est vertigineuse. Quand quelque chose tombe en panne, et à cette échelle quelque chose tombe toujours en panne, la ville la plus proche avec des réserves suffisantes peut se trouver à 1000 km. Les ouvriers ne pouvaient pas simplement commander des matériaux et espérer une livraison en quelques jours. Ils ont dû construire de véritables villes temporaires sur le plateau, avec des usines de béton, des ateliers de fabrication d'acier, des centrales électriques et des logements pour plus de 100 000 travailleurs. Ces camps fonctionnent avec des écarts de température allant de 30 degrés Celsius le jour à -20 la nuit. La ligne ferroviaire Qinghai-Tibet existante, achevée en 2006, était déjà considérée comme une merveille d'ingénierie. Mais cette ligne atteint une vitesse maximale de 160 km/h. Les nouvelles extensions poussent les vitesses jusqu'à 250 km/h à travers un terrain encore plus difficile. Les routes vers Ningxi serpentent à travers des vallées où les plaques tectoniques indiennes et eurasiennes sont encore en collision, soulevant l'Himalaya d'environ 5 mm chaque année. Les plateformes ferroviaires sont conçues avec des joints flexibles, capables de supporter les mouvements du sol pendant les tremblements de terre sans faire dérailler les trains. Certaines sections ont nécessité de creuser des tunnels à travers des montagnes, à des altitudes où même les tunneliers ont dû être spécialement modifiés pour fonctionner. L'air à l'intérieur des tunnels pendant la construction était si pauvre en oxygène que les équipements diesel ne fonctionnaient pas correctement. Il a fallu utiliser des machines électriques alimentées par des générateurs, ajoutant une nouvelle couche de complexité. Les différents segments en sont à des stades d'avancement différents. Certaines sections sont déjà opérationnelles, réduisant fortement les temps de trajet.
D'autres sont encore en construction active. Elles traversent des montagnes à coups d'explosifs, franchissent des gorges impossibles avec des ponts qui semblent suspendus dans les airs et posent des rails sur un pergélisol qui menace constamment de fragiliser tout le projet. L'achèvement complet du réseau n'aura pas lieu avant les années 2030. Et même ce calendrier suppose qu'aucun revers majeur ne survienne. Une fois terminé, ce sera le réseau ferroviaire le plus élevé de la planète, fonctionnant dans des conditions qui arrêteraient pratiquement tout autre système de transport. Les temps de trajet entre Pékin et Lhasa passeront de plus de 40 heures à potentiellement moins de 15 heures. Le tourisme, le développement et l'intégration économique s'accéléreront. Mais il existe un coût qui dépasse les défis techniques. Les critiques soulignent qu'un accès plus facile accélère les changements culturels dans l'une des régions les plus uniques du monde. Les groupes environnementaux s'inquiètent de l'impact sur des écosystèmes de haute altitude extrêmement fragiles. Et il est impossible d'ignorer l'angle stratégique. Une ligne à grande vitesse vers le Tibet facilite grandement le déplacement de ressources militaires vers des régions frontalières sensibles. Une fois achevée, ce sera la voie ferrée la plus élevée de la planète, fonctionnant dans des conditions qui mettraient hors service pratiquement tout autre système de transport sur Terre. C'est de l'ingénierie à la limite absolue du possible. Mais aussi impressionnante que soit l'idée de construire une voie ferrée vers le ciel, nous ne faisons que commencer. Car ce qui vient ensuite exploite une puissance brute supérieure à presque tout ce que l'humanité a jamais construit et a littéralement changé la vitesse de rotation de la Terre. Lorsque vous concentrez 39 milliards de mètres cubes d'eau à une altitude plus élevée que celle où il se trouverait naturellement, vous modifiez le moment d'inertie de la Terre. La rotation de la planète ralentit, très légèrement, seulement de 0,06 microsecondes par jour, mais suffisamment pour que les scientifiques puissent le mesurer. Voilà l'échelle dont nous parlons lorsqu'il est question du barrage des Trois Gorges. La Chine avait besoin d'un barrage aussi extrême pour faire face au fleuve Yangtze, le plus long fleuve d'Asie, qui provoquait régulièrement des inondations dévastatrices. Pendant des siècles, ces crues ont tué des milliers de personnes, détruit des récoltes et anéanti des communautés entières. Dans le même temps, la croissance économique explosive de la Chine exigeait d'énormes quantités d'électricité. Les centrales au charbon étouffaient les villes sous la pollution. Le pays avait besoin d'énergie propre et de contrôle des inondations. Et il lui fallait des solutions à l'échelle d'une population de plus d'1 milliard d'habitants. La solution fut de construire le plus grand barrage hydroélectrique du monde en plein milieu du Yangtze. Un barrage qui créerait un réservoir long de 600 km, s'étendant à travers certains des paysages les plus emblématiques de Chine. La construction a commencé en 1994 sur le fleuve Yangtze, et dès le premier jour, rien dans ce projet n'était ordinaire. Le mur du barrage s'étend sur 2,3 km à travers la vallée du fleuve et s'élève à 181 mètres de hauteur, soit approximativement la taille d'un immeuble de 60 étages. Mais parler d'un immeuble ne rend pas justice à l'immensité de l'ouvrage. Les ingénieurs ont coulé 28 millions de mètres cubes de béton, soit 16 fois plus que le barrage Hoover. Au plus fort du chantier, 26 000 ouvriers travaillaient sur le site jour et nuit, construisant essentiellement une petite ville de béton suffisamment solide pour retenir un réservoir contenant 39 000 milliards de kilogrammes d'eau. Réfléchissez à ce que cela implique pour le processus de construction. On ne peut pas simplement couler du béton en une seule masse solide. La réaction chimique qui permet au béton de durcir génère une chaleur considérable. Dans une structure de cette taille, si le béton est coulé trop rapidement, l'intérieur chauffe tandis que l'extérieur refroidit, créant des différences de température qui provoquent des fissures et peuvent compromettre la structure. Les ingénieurs ont dû couler le béton par couches soigneusement planifiées, en laissant chaque section refroidir avant d'ajouter la suivante. Le mélange de béton lui-même a été spécialement formulé pour produire moins de chaleur pendant le durcissement. Même avec ces précautions, des conduites de refroidissement ont été intégrées dans toute la structure afin de faire circuler de l'eau froide et contrôler la température durant un processus de durcissement qui a duré plusieurs années. Mais le barrage n'est qu'une partie de l'histoire. Le Yangtze est la principale voie navigable intérieure de Chine, utilisée par les navires de transport qui alimentent l'économie de l'intérieur du pays. Bloquer le fleuve avec un barrage aurait créé une catastrophe économique. Les ingénieurs ont donc construit les plus grandes écluses du monde, 2 systèmes parallèles de bassins capables de faire monter les navires de 113 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 30 étages. Chaque bassin mesure 280 mètres de long et 35 mètres de large.
les navires entrent dans le bassin inférieur, d'immenses portes se ferment derrière eux, puis des millions de litres d'eau sont injectés pour élever progressivement le navire au niveau supérieur. Il faut environ 4 heures à un navire pour passer du Yangtze inférieur au réservoir situé derrière le barrage. La production d'électricité est ce qui distingue réellement ce projet. 32 turbines, chacune capable de produire 700 MW, sont installées dans le barrage. La puissance totale atteint 22 500 MW, soit l'équivalent d'environ 15 grandes centrales nucléaires. Lors d'une bonne année, le barrage produit plus de 100 milliards de kWh d'électricité. C'est suffisamment pour alimenter plusieurs provinces. Cette énergie hydroélectrique propre remplace des centrales au charbon qui auraient rejeté chaque année des millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Mais on ne construit pas quelque chose d'aussi gigantesque sans provoquer des conséquences qui se propagent dans toutes les directions. Plus de 1,3 million de personnes ont été déplacées pour permettre la création du réservoir. Des villes entières, dont certaines possédaient une histoire vieille de plusieurs milliers d'années, ont été englouties. D'anciens temples ont disparu sous les eaux. Des communautés installées au même endroit depuis des générations ont été contraintes de déménager vers de nouvelles villes de relogement, souvent construites dans l'urgence. Le gouvernement a qualifié cela de progrès nécessaire et a versé des compensations. Pour beaucoup de ceux qui ont perdu leurs maisons et leurs terres ancestrales, aucune somme d'argent ne pouvait réparer cette perte. L'impact environnemental continue de faire débat. Le réservoir retient les sédiments que le Yangtze transportait naturellement vers l'aval. Ces sédiments nourrissaient autrefois les terres agricoles et les écosystèmes du fleuve ainsi que de son delta. Sans eux, les schémas d'érosion ont changé, la productivité agricole a diminué dans certaines régions et le littoral recule même à certains endroits. Les populations de poissons se sont effondrées lorsque leurs routes migratoires ont été bloquées. Le dauphin du Yangtze, déjà en danger critique, a peut-être été poussé vers l'extinction en partie parce que le barrage a fragmenté son habitat au-delà de toute possibilité de récupération. Les glissements de terrain autour du réservoir sont devenus plus fréquents. À mesure que le niveau de l'eau monte, descend au fil des saisons, les sols des parois abruptes des vallées s'imbibent puis s'assèchent, déstabilisant des pentes restées stables pendant des millénaires. Certains glissements ont été suffisamment importants pour créer des vagues semblables à des tsunamis dans le réservoir, menaçant les communautés situées le long des rives. Pourtant, le barrage a également empêché des inondations catastrophiques. En 2010 et en 2012, des crues qui auraient causé la mort de milliers de personnes et provoqué des dizaines de milliards de dollars de dégâts en aval ont été maîtrisées grâce à la capacité de stockage du réservoir. Les exploitants du barrage peuvent retenir l'eau pendant les pics de crue, puis la relâcher progressivement, protégeant ainsi des villes qui auraient autrement été submergées. Selon les partisans du projet, ce seul avantage justifie sa construction. Le barrage a commencé à produire de l'électricité en 2003, les dernières turbines étant mises en service en 2012. Son coût officiel s'élève à environ 37 milliards de dollars, mais ce chiffre ne tient pas compte des dépenses de relocalisation, des mesures d'atténuation environnementale ou du patrimoine culturel désormais englouti sous les eaux. Le coût réel, économique comme humain, continue d'être évalué plusieurs décennies plus tard. Aujourd'hui, le barrage des Trois Gorges est à la fois un triomphe et une tragédie. Un monument à la capacité humaine qui fournit une énergie propre à des centaines de millions de personnes, tout en rappelant que les méga-projets de cette ampleur exigent toujours un prix à payer. Nous passons maintenant à un autre barrage qui n'est peut-être pas aussi grand, mais dont la difficulté de construction le rend tout aussi impressionnant. Achevé en 2022, Baïétan est le deuxième plus grand barrage hydroélectrique du monde par capacité. Il se trouve dans une gorge si profonde et si étroite que se tenir au fond donne l'impression d'être au pied d'une falaise verticale qui s'élève jusque dans les nuages. La rivière Jinsha a creusé la roche solide à cet endroit pendant des millions d'années, créant un canyon de plus de 500 mètres de profondeur. C'est ici que la Chine a construit ce qui est peut-être le barrage le plus techniquement sophistiqué au monde. Le barrage s'élève à 289 mètres depuis ses fondations, nettement plus haut que les Trois Gorges, et utilise une conception en arc à double courbure qui le fait ressembler à un immense arc de béton tendu à travers le canyon. Ce n'est pas seulement esthétique. L'arc transfère l'énorme pression du réservoir vers les parois du canyon, au lieu de compter sur la masse du barrage pour résister à l'eau. C'est une solution élégante pour construire dans un espace confiné, mais elle exige que la roche des deux côtés du canyon soit absolument solide. La moindre faiblesse dans les parois du canyon pourrait provoquer une défaillance catastrophique de toute la structure.
Ce qui distingue vraiment Bayetan, ce sont ses turbines. Chacune des 16 turbines produit 1000 MW, 1 gigawatt par turbine. Ce sont les plus grandes et les plus puissantes turbines hydroélectriques jamais construites. À titre de comparaison, les turbines des Trois Gorges atteignent au maximum 700 MW chacune. Chaque turbine de Bayetan pourrait fournir de l'électricité à une ville de plusieurs millions d'habitants. La roue de turbine, la partie rotative poussée par l'eau pour produire de l'énergie, pèse plus de 350 tonnes et doit tourner à une vitesse parfaitement précise tout en supportant d'énormes volumes d'eau passant à une vitesse incroyable. La précision requise est vertigineuse. Le moindre déséquilibre et la turbine se déchirerait elle-même. Construire quelque chose d'aussi puissant dans une gorge aussi confinée a créé des défis d'ingénierie qui ont repoussé les limites de ce qu'il est possible de faire avec du béton. Lorsque le béton durcit, il génère de la chaleur. Énormément de chaleur lorsqu'on travaille avec des millions de mètres cubes. Cette chaleur provoque l'expansion du béton, puis sa contraction lorsqu'il refroidit, créant des fissures qui peuvent compromettre la structure. Dans un barrage où le béton subit une pression immense de la part de l'eau, même de petites fissures peuvent se propager jusqu'à devenir des défaillances catastrophiques. À Bayetan, les ingénieurs ont dû contrôler les écarts de température à travers 8 millions de mètres cubes de béton. Ils ont développé un nouveau type de béton à faible chaleur qui produit moins de chaleur pendant le durcissement, mais même cela ne suffisait pas. Ils ont intégré plus de 2800 km de conduites de refroidissement dans tout le barrage. Assez de tuyaux pour relier Pékin à Bangkok. De l'eau glacée circule en continu dans ce réseau, contrôlant les températures pendant les années de construction et de durcissement. C'est comme intégrer la climatisation dans la structure elle-même, sauf que la pièce refroidie pèse des dizaines de millions de tonnes. L'emplacement ajoute une autre couche de complexité. Cette gorge se situe dans l'une des régions les plus sismiquement actives de Chine. Le séisme de Wenchuan en 2008, qui a tué près de 70 000 personnes, a pris naissance, très être conçu pour résister à un séisme de magnitude 8. Des secousses qui feraient s'effondrer la plupart des bâtiments, tout en continuant à fonctionner. La conception en arc aide justement dans ce cas, car elle peut fléchir légèrement pendant les tremblements de terre, absorbant l'énergie sismique au lieu de se fracturer. Mais cela signifiait ancrer le barrage profondément dans le socle rocheux des deux côtés du canyon, forer à des centaines de mètres de profondeur et injecter du béton pour créer une fondation qui fait pratiquement partie de la montagne elle-même. Acheminer les matériaux et les équipements jusqu'au chantier était un cauchemar logistique. La Guisgrès se trouve dans un terrain montagneux avec peu de routes. Des turbines pesant des centaines de tonnes ont dû être transportées sur des camions spécialement renforcés à travers des routes de montagne étroites avec des virages en épingle. Dans certains cas, des routes d'accès temporaires ont dû être taillées dans les falaises simplement pour atteindre le chantier. Au pic de la construction, plus de 20 000 ouvriers vivaient dans des camps installés sur tout terrain plat disponible ou créé près de la gorge. Bayetan a commencé à produire de l'électricité en 2021, avec une mise en service complète en 2022. Le barrage produit environ 62 milliards de kilowattheures par an, assez d'électricité pour alimenter un pays de la taille de la Norvège. Cette énergie est transmise vers l'est, aux provinces côtières, grâce à des lignes de transmission à ultra haute tension qui perdent très peu d'énergie, même sur des distances de plusieurs milliers de kilomètres. Les implications environnementales et géopolitiques ressemblent à celles des autres méga-barrages chinois. D'un côté, 62 milliards de kilowattheures d'hydroélectricité propre remplacent une production au charbon qui émettrait 50 millions de tonnes de CO2 par an. De l'autre, le réservoir a submergé des écosystèmes, déplacé des dizaines de milliers de personnes et perturbé les routes migratoires des poissons. La rivière Jinsha devient le Mékong lorsqu'elle se dirige vers l'Asie du Sud-Est. Donc les barrages construits ici donnent à la Chine un contrôle important sur des ressources en eau qui affectent les pays en aval. D'un point de vue purement technique, Bayetan représente la Chine repoussant les limites de ce qui est possible dans la construction de barrages. Les ingénieurs ont tiré les leçons des Trois Gorges, les ont appliquées à un terrain bien plus difficile et ont produit une structure plus sophistiquée sur presque tous les plans. Et Bayetan n'est qu'un seul barrage dans toute une cascade que la Chine construit le long de la rivière Jinsha. Ce qui nous amène au numéro 6, où les choses deviennent encore plus extrêmes lorsque nous entrons dans l'univers des incroyables centrales hydroélectriques chinoises. Alors que Bayetan a fait les gros titres grâce à sa puissance gigantesque, il existe un autre barrage sur la rivière Dadu qui est peut-être encore plus impressionnant d'un point de vue purement technique. Il est plus haut, il est construit dans un terrain plus difficile.
et il utilise des techniques de construction qui n'existaient pas il y a 10 ans. Lorsque les ingénieurs parlent de construire de grands barrages, ils pensent généralement à des structures en béton ancrées dans le socle rocheux. Le barrage de Zhangjiakou adopte une approche totalement différente. Avec ses 314 mètres de hauteur, il est l'un des plus hauts barrages en enrochement jamais construits. Mais la hauteur n'est que la moitié de l'histoire. La rivière Dadu traverse le bord oriental du plateau tibétain, dans une région où les montagnes surgissent brutalement de vallées étroites et où les tremblements de terre font simplement partie de la vie quotidienne. Les formations rocheuses ont été fracturées par des millions d'années de contraintes tectoniques. En hiver, les températures descendent régulièrement sous les -20 degrés Celsius, rendant la construction possible uniquement pendant de courtes périodes de météo favorable. La grande ville la plus proche se trouve à plusieurs centaines de kilomètres, accessible par des routes de montagne parfois complètement détruites lors de fortes pluies. Les barrages en béton conventionnels dans un tel environnement seraient extrêmement coûteux et potentiellement instables. Le béton nécessite d'énormes quantités d'eau pour être mélangé et durcir. Le ciment doit être transporté jusqu'au site et toute la structure dépend d'un socle rocheux solide et intact pour être ancré. Ici, le socle rocheux est fragilisé par endroits et l'acheminement des matériaux vers le chantier ferait exploser les coûts. Les barrages en enrochement résolvent ces problèmes en utilisant ce qui est déjà disponible, la roche. Le concept est ancien, mais sa mise en œuvre à cette échelle exige une précision qui aurait été impossible il y a une génération. Vous construisez essentiellement une montagne artificielle, mais une montagne capable de retenir des milliards de mètres cubes d'eau sans fuir, se déplacer ou s'effondrer. Le barrage de Zhangjiakou contient 27 millions de mètres cubes de matériaux. Chaque mètre cube a dû être extrait de carrières, concassé selon des spécifications précises, transporté jusqu'au barrage, étalé en couches de moins d'1 mètre d'épaisseur, puis compacté à l'aide d'énormes rouleaux jusqu'à atteindre la densité requise. Trop d'humidité dans les matériaux et ils ne se compactent pas correctement. Ils finiront par se tasser avec le temps et pourraient provoquer une défaillance. Pas assez d'humidité et les particules ne s'assemblent pas correctement. L'équipe de construction a dû surveiller et ajuster en permanence les conditions selon la météo, les caractéristiques de la roche et le comportement des couches déjà mises en place. Le barrage n'est pas constitué d'une seule masse uniforme de roche. Il est construit selon des zones soigneusement conçues, chacune ayant une fonction spécifique. Au cœur de l'ouvrage se trouve une barrière étanche composée d'argile et de limon, extrait de gisements spécifiques, puis traité pour obtenir la consistance adéquate. Ce noyau doit être totalement imperméable. La moindre fuite pourrait provoquer une érosion interne capable de compromettre toute la structure. Autour du noyau se trouvent des zones de transition composées de matériaux de plus en plus grossiers. Chaque zone est conçue pour filtrer l'eau qui pourrait s'infiltrer, empêchant le transport des particules fines qui créeraient des vides. Les faces extérieures sont protégées par d'énormes blocs rocheux qui résistent à l'érosion du réservoir et aux intempéries. Construire le barrage par couche tout en maintenant sa stabilité exige un équilibre délicat. À mesure que la hauteur augmente, le poids comprime les couches inférieures. Cette compression doit être uniforme, sinon le barrage développera des tassements différentiels, certaines parties s'affaissant davantage que d'autres, créant des concentrations de contraintes pouvant entraîner une défaillance. Les ingénieurs ont surveillé le barrage en permanence pendant sa construction grâce à des milliers de capteurs intégrés dans toute la structure, mesurant en temps réel les tassements, les pressions interstitielles de l'eau et les niveaux de contrainte. La conception parasismique était absolument essentielle. Cette région connaît des séismes fréquents et le barrage devait survivre à un événement de magnitude 8,0, des secousses suffisamment puissantes pour raser la plupart des bâtiments. Les barrages en enrochement présentent ici un avantage, car contrairement au béton rigide, ils peuvent se déformer et absorber l'énergie sismique sans se fissurer. Mais cela ne fonctionne que si la conception est parfaite. Des modèles informatiques ont simulé des milliers de tremblements de terre, analysant l'impact de différents scénarios de secousses sur le barrage. Les fondations ont été excavées profondément dans le socle rocheux et façonnées pour optimiser le transfert des charges. Des systèmes de drainage spéciaux ont été installés afin d'empêcher l'accumulation de pression d'eau à l'intérieur du barrage pendant ou après un séisme. La construction a commencé en 2014 et les défis allaient bien au-delà de l'ingénierie. L'emplacement isolé a nécessité la construction de routes avant toute chose, puis l'installation de camps capables d'accueillir plus de 10 000 ouvriers dans un environnement hostile une grande partie de l'année. Les équipes ont construit des centrales à béton, des installations de maintenance pour les équipements et des réseaux de distribution électrique, créant en réalité une ville industrielle temporaire au milieu des montagnes. Les matériaux et équipements impossibles à obtenir localement ont dû être transportés par camion sur des routes de montagne où une seule panne pouvait retarder le chantier pendant plusieurs jours. Le barrage a commencé à retenir l'eau en 2021,
mais son exploitation complète ne sera atteinte qu'en 2025, à mesure que le réservoir se remplira progressivement et que l'ensemble de la cascade de barrages située en aval entrera pleinement en service. Avec ses 314 mètres de hauteur, il crée un réservoir capable de contenir 2,7 milliards de mètres cubes d'eau. Sa puissance installée est de 2000 MW, ce qui peut sembler modeste comparé à des géants comme Bayétan, mais cela ne reflète pas réellement son rôle. Ce barrage se trouve au sommet d'un système en cascade. Plusieurs barrages sont répartis le long de la rivière Dadu en aval et Shuangjiangkou régule l'ensemble du système. Lorsque les barrages situés plus bas ont besoin de davantage d'eau pour répondre à la demande d'électricité, Shuangjiangkou la libère. Pendant les périodes de fortes pluies ou de fonte des neiges, lorsque trop d'eau risquerait de submerger les installations en aval, Shuangjiangkou la retient. C'est à la fois du contrôle des crues, de l'optimisation énergétique et de la gestion des ressources en eau. Considérez-le comme le chef d'orchestre qui veille à ce que tous les instruments jouent au bon moment et avec le bon volume. Son emplacement stratégique est également important. Le bassin de la rivière Dadu se situe près du Tibet et est relié aux parties supérieures d'autres grands systèmes fluviaux. Contrôler les ressources en eau dans cette région signifie influencer la disponibilité de l'eau sur un immense territoire, non seulement pour l'hydroélectricité, mais aussi pour l'agriculture, l'eau potable et le développement industriel. À mesure que les conditions climatiques évoluent et que l'eau devient une ressource plus disputée, des projets comme Shuangjiangkou prennent une valeur bien au-delà de leur fonction immédiate. Les inquiétudes environnementales concernant l'impact cumulé d'un si grand nombre de barrages sur un même système fluvial sont légitimes. Les populations de poissons ont fortement diminué. Le flux naturel de sédiments qui a façonné la rivière et nourri les écosystèmes en aval pendant des millénaires est désormais interrompu. Le régime d'écoulement du fleuve est contrôlé par les exploitants des barrages plutôt que par les variations saisonnières naturelles, modifiant profondément le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Le calcul de la Chine est simple. Elle a besoin d'électricité, elle a besoin de contrôle des inondations et elle possède la technologie nécessaire pour construire ses structures en toute sécurité dans des environnements difficiles. Shuangjiangkou démontre cette capacité. C'est un barrage en enrochement qui rivalise avec la hauteur des barrages en béton tout en opérant dans un environnement sismique et de haute altitude. Pourtant, aussi impressionnant soit-il sur le plan technique, Shuangjiangkou est sur le point d'être éclipsé, tant par son ampleur que par la controverse qu'il suscite, par ce qui arrive au numéro 5. Car le prochain projet n'est pas simplement gigantesque. Il est construit dans l'une des régions les plus isolées, les plus instables sur le plan géologique et les plus sensibles politiquement au monde. Il existe des endroits sur Terre où construire quoi que ce soit relève presque du suicide. Le comté de Médog, au cœur du Tibet, au bord de l'Himalaya, est l'un de ces endroits. C'est là que le fleuve Yarlung Tsangpo effectue un virage spectaculaire, le Grand Bend, en plongeant dans l'une des gorges les plus profondes de la planète. Et la Chine y construit ce qui pourrait devenir la plus grande centrale hydroélectrique du monde. Voyons pourquoi ce projet est insensé. Le fleuve Yarlung Tsangpo coule relativement paisiblement à travers le plateau tibétain jusqu'à atteindre l'est de l'Himalaya. Puis, il rencontre un mur de montagne et est forcé de tourner de près de 180 degrés, creusant une gorge qui plonge à plus de 5000 mètres du sommet jusqu'au fond, presque 2 fois plus profonde que le Grand Canyon. Sur une courte distance, le fleuve perd 2000 mètres d'altitude, créant certains des rapides et des cascades les plus puissants du monde. Cette chute d'altitude représente un potentiel hydroélectrique énorme. La gravité tire cette eau vers le bas avec une force gigantesque. Captez cette énergie et vous pourriez produire de l'électricité à une échelle qui rend même les Trois Gorges modestes. La capacité estimée, environ 60 000 MW. C'est près de 3 fois la production des Trois Gorges. Ce serait la centrale hydroélectrique la plus puissante de la planète, avec une marge immense. Mais la construire exige de résoudre des problèmes qui semblent presque impossibles. D'abord, il y a la géographie. Le comté de Médog a été le dernier comté de Chine à être relié par une route. Et cette route n'est ouverte qu'une partie de l'année à cause des glissements de terrain et de la neige. Le terrain est si abrupt et instable que le simple accès au chantier exige de creuser des tunnels sur des kilomètres à travers les montagnes. Le socle rocheux est fracturé par l'activité tectonique. Les glissements de terrain sont fréquents. La région reçoit certaines des pluies les plus intenses de Chine, ce qui provoque une érosion constante. Puis, il y a le risque sismique. C'est dans cette région que la plaque tectonique indienne entre en collision avec l'Eurasie, soulevant l'Himalaya d'environ 5 mm par an. Les grands séismes ne sont pas une question de possibilité, mais de temps.
Le séisme d'Assam de 1950, qui a frappé non loin de là, avait une magnitude de 8,6 et a provoqué l'effondrement de versants entiers de montagnes. Construire un immense barrage dans cet environnement signifie concevoir pour des scénarios extrêmes qui détruiraient des structures conventionnelles. La solution technique consiste à construire non pas un seul barrage géant, mais une série de barrages plus petits et de centrales souterraines reliées par des tunnels creusés à travers les montagnes. Au lieu de lutter contre le terrain, la conception travaille avec lui. L'eau serait détournée à travers d'immenses tunnels, chutant dans des turbines installées dans des cavernes creusées dans la roche solide, puis continuant vers l'aval jusqu'à la station suivante. Et ce ne sont pas de petits tunnels. Nous parlons de tunnels d'eau de plus de 10 mètres de diamètre, s'étendant sur des dizaines de kilomètres à travers des montagnes tectoniquement actives. Chaque tunnel doit être revêtu de béton et d'acier, renforcé pour résister au séisme et à l'immense pression de l'eau circulant à grande vitesse. Les centrales elles-mêmes seraient souterraines, d'immenses cavernes excavées dans le socle rocheux, abritant des turbines qui produisent chacune des milliers de mégawatts. Construire ces cavernes exige de retirer des millions de mètres cubes de roches, tout en garantissant qu'elles restent stables dans une roche soumise à d'énormes contraintes tectoniques. Les calendriers de construction sont ambitieux. Les rapports officiels suggèrent que les grands travaux pourraient commencer au milieu des années 2020, avec un achèvement dans les années 2030. Mais ces calendriers restent spéculatifs. Les travaux préparatoires à eux seuls, construction des routes d'accès, études géologiques, creusement de tunnels exploratoires, prennent des années dans ce terrain. Et puis il y a la politique. Le Yarlung Tsangpo devient le Brahmapoutre lorsqu'il entre en Inde et au Bangladesh. Un barrage de cette ampleur donnerait à la Chine un contrôle énorme sur l'eau qui s'écoule vers deux pays comptant ensemble plus de 1,5 milliard d'habitants. L'Inde a déjà exprimé ses inquiétudes. Les groupes environnementaux soulignent que l'impact écologique sur le bassin du Brahmapoutre pourrait être catastrophique. La position de la Chine est que le barrage sert à produire de l'électricité, pas à contrôler l'eau, et qu'il n'affectera pas de manière significative le débit en aval. Mais cet argument est difficile à vendre lorsqu'il s'agit du plus grand projet hydroélectrique du monde sur un fleuve partagé internationalement. Sur le plan intérieur, le projet est également controversé. Médoc abrite des écosystèmes uniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. La profondeur de la gorge crée plusieurs zones climatiques, de la forêt tropicale subtropicale au fond jusqu'aux conditions alpines au sommet. Des espèces qui ont évolué dans l'isolement pourraient être menacées par la construction et par la modification du régime du fleuve. Il y a aussi la question du coût. Les estimations vont de 80 milliards à plus de 100 milliards de dollars, ce qui pourrait en faire le projet d'infrastructure le plus coûteux jamais tenté. Pour donner une idée, c'est plus que le PIB total de nombreux pays. Les critiques se demandent s'il est même nécessaire. La Chine possède déjà une immense capacité hydroélectrique. Le solaire et l'éolien deviennent moins chers. Pourquoi risquer un projet d'une telle complexité et d'une telle controverse ? Les partisans répondent que l'hydroélectricité est pilotable. Elle peut produire de l'électricité à la demande, contrairement au solaire et à l'éolien. Alors que la Chine s'éloigne du charbon, elle a besoin d'une puissance de base fiable. Une centrale hydroélectrique de 60 000 MW pourrait stabiliser tout le réseau national. La centrale hydroélectrique de Médoc en est encore à ses premières étapes, et il est possible que le projet soit réduit ou même annulé si les défis se révèlent insurmontables. Mais si la Chine s'engage pleinement, ce sera l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux jamais tentés. Pourtant, même cela n'est pas le plus grand projet hydraulique de notre liste. Car si Médoc concerne la production d'énergie, les projets qui arrivent concernent le déplacement de l'eau elle-même, à une échelle difficile à imaginer. Mais d'abord, nous devons passer sous l'eau. Imaginez creuser un tunnel sous l'océan afin de relier deux villes séparées par l'une des voies maritimes les plus fréquentées de Chine. Maintenant, imaginez que ce tunnel mesure 123 km de long, plus long que le tunnel sous la Manche reliant l'Angleterre et la France, et qu'il passe sous des eaux qui atteignent par endroits plus de 100 mètres de profondeur. C'est le tunnel sous-marin Yantai Dalian. Et ce n'est plus seulement une idée. La planification est déjà très avancée et, s'il est achevé, il deviendra le plus long tunnel sous-marin du monde. Voici pourquoi ce projet est important. La mer de Bohai se trouve entre la péninsule du Liaodong, dans le nord de la Chine, et la péninsule du Shandong. C'est une étendue d'eau relativement peu profonde, mais elle est large. Pour aller de Dalian au nord à Yantai au sud, il faut soit effectuer un long détour par la côte, soit prendre un ferry qui nécessite plusieurs heures de trajet. Cette géographie crée un goulet d'étranglement. Les marchandises transportées par route depuis le nord-est de la Chine vers le reste du pays doivent faire un long détour.
Le système de ferry aide, mais il est limité par les conditions météorologiques, ne peut pas fonctionner lorsque la mer est agitée et possède une capacité limitée. Pour une économie qui transporte autant de marchandises que la Chine, ce goulet d'étranglement coûte du temps et de l'argent. La solution ? Creuser un tunnel sous la mer de Bohai. Le tunnel s'étendrait sur environ 123 km d'un rivage à l'autre, ce qui le rendrait environ 50% plus long que le tunnel sous la Manche. Mais contrairement à ce dernier qui traverse une roche crayeuse stable, le tunnel de Bohai passerait à travers des sédiments, du sable et des roches tendres dans une région sismiquement active qui est également exposée à de puissants courants marins et à la glace hivernale. Concevoir un tel tunnel exige de résoudre des problèmes qui feraient renoncer la plupart des ingénieurs. D'abord, il y a la longueur. Creuser un tunnel de 123 km constitue un cauchemar logistique. Les tunneliers sont gigantesques, de la taille d'immeubles résidentiels, et ne peuvent creuser que dans une seule direction. Pour un tunnel aussi long, il faudrait plusieurs tunneliers partant de différents points et se rejoignant au milieu avec une précision de l'ordre du millimètre. Le moindre décalage et les tunnels ne se rejoignent pas. La profondeur représente un autre défi. Dans les sections les plus profondes, le tunnel se situerait à environ 100 mètres sous le fond marin, lui-même recouvert par 100 mètres d'eau. Cela signifie que le tunnel est soumis à une pression hydrostatique immense. L'eau cherche constamment à s'infiltrer. Les roches et les sédiments cherchent constamment à s'effondrer. Maintenir la stabilité du tunnel nécessite un renforcement permanent à l'aide de revêtements en béton, de nervures en acier et de systèmes de drainage sophistiqués capables de gérer les eaux souterraines. Il y a ensuite la ventilation. Un tunnel de 123 km accueillant du trafic routier générerait d'énormes quantités de gaz d'échappement. Ces fumées doivent être évacuées tandis que de l'air frais est injecté, ce qui nécessite des puits de ventilation et d'énormes ventilateurs capables de déplacer l'air à travers un espace confiné de plus de 100 km de longueur. Le tunnel serait probablement construit avec 2 tubes principaux, un pour chaque sens de circulation, ainsi qu'un tunnel de service au centre destiné à la maintenance et aux interventions d'urgence. Cela revient essentiellement à construire 3 tunnels distincts simultanément. L'évacuation et la sécurité constituent des préoccupations majeures. En cas d'incendie ou d'accident dans le tunnel, les personnes doivent pouvoir sortir. Mais il ne suffit pas d'ouvrir une porte et de partir. Vous êtes à 100 mètres sous terre, sous l'océan. Le projet devrait inclure des sorties de secours tous les quelques kilomètres, reliées au tunnel de service, avec des zones sécurisées sous pression où les personnes pourraient attendre les secours. Les tremblements de terre représentent un risque réel. La région de Bohai n'est pas aussi active sismiquement que certaines. Les autres parties de la Chine, mais des séismes importants s'y produisent malgré tout. Le tunnel doit être suffisamment flexible pour supporter les mouvements du sol sans se fissurer ni s'effondrer. Cela implique des joints, des espaces de dilatation et des matériaux capables d'absorber l'énergie sismique. L'argument économique en faveur du tunnel est convaincant. Aujourd'hui, le trajet entre Dalian et Yantai prend environ 8 heures par route ou par ferry. Le tunnel réduirait ce temps à moins de 2 heures. Les coûts de transport de marchandises diminueraient considérablement. Toute la région deviendrait beaucoup plus intégrée sur le plan économique. Les estimations de coûts varient fortement, allant de 36 à plus de 50 milliards de dollars selon la conception finale et la méthode de construction retenue. C'est énorme. Mais la Chine s'est déjà montrée prête à investir des montants comparables dans d'autres projets d'infrastructure. Les délais de construction restent incertains. La planification officielle se poursuit depuis des années, avec diverses études de faisabilité et plusieurs options de tracés analysées. Certains rapports suggèrent que les travaux pourraient commencer au milieu des années 2020 pour une mise en service dans les années 2030. Mais un projet d'une telle complexité pourrait facilement connaître des retards. Les critiques se demandent si ce tunnel est réellement nécessaire. Le train à grande vitesse relie déjà la région, même de manière indirecte. Le système de ferry fonctionne, même s'il est lent. Un tunnel de 50 milliards de dollars est-il vraiment la meilleure utilisation possible des ressources ? Les partisans du projet soulignent les bénéfices économiques à long terme. Les infrastructures ne servent pas seulement les besoins d'aujourd'hui, elles rendent possible la croissance de demain. Un tunnel réduisant les temps de trajet et les coûts de transport pourrait s'autofinancer sur plusieurs décennies grâce à l'activité économique supplémentaire qu'il générerait. Il y a également une dimension de prestige. Achever le plus long tunnel sous-marin du monde constituerait une démonstration du savoir-faire technique chinois, rejoignant des projets comme le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao parmi les symboles de ce que le pays est capable de réaliser. Le tunnel sous-marin Yantai-Dalian est encore au stade de la planification, et il est possible que le projet soit modifié, voire abandonné, si les défis se révèlent trop importants. Mais s'il est mené à bien, il repoussera les limites de la technologie du creusement de tunnels. Bien sûr,
forêt sous la mer de Boraï est impressionnant. Mais ce n'est rien comparé au fait de traverser des montagnes pour déplacer de l'eau à travers toute une province. C'est là qu'intervient le numéro 3. La Chine manque d'eau là où elle en a le plus besoin. Le nord et l'ouest du pays sont secs. Le sud et l'est disposent de ressources abondantes. La solution ? Creuser des tunnels à travers des chaînes de montagnes et déplacer l'eau. Le tunnel d'eau Yinjiangbuan est l'un des éléments les plus ambitieux de cette stratégie, et c'est un projet qui ressemble davantage à de la science-fiction qu'à du génie civil. Voici le problème. La province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, dispose d'abondantes ressources en eau provenant des rivières qui descendent du plateau tibétain. Mais une grande partie de cette eau s'écoule vers le sud, en direction du Myanmar, du Laos et du Vietnam. Pendant ce temps, le centre du Yunnan, où se trouve la capitale provinciale Kunming, souffre de pénurie chronique d'eau. La région compte plus de 30 millions d'habitants et une importante activité agricole. Mais les précipitations sont saisonnières et peu fiables. La solution de la Chine consiste à détourner l'eau de la rivière Jinsha, la même rivière qui traverse le barrage de Bayetan, vers l'est, en direction des régions sèches du centre du Yunnan. Mais un obstacle majeur se dresse sur le chemin, les montagnes. La rivière se trouve d'un côté d'une importante chaîne montagneuse, tandis que les zones qui ont besoin d'eau se trouvent de l'autre côté. La solution est donc de creuser directement à travers la montagne. Le tunnel Yinjiangbuan fait partie de ce chemin système et son ampleur est vertigineuse. Le tunnel mesure 38,5 km de long et plus de 9 mètres de diamètre, suffisamment grand pour faire passer un autobus à 2 étages. C'est l'un des plus longs tunnels hydrauliques du monde, creusé dans la roche solide à des profondeurs pouvant atteindre 700 mètres sous la surface. Creuser un tunnel de cette taille à travers une montagne n'a rien à voir avec le fait de creuser un trou dans son jardin. La roche est soumise à une pression énorme due au poids de la montagne située au-dessus. Lorsque vous percez la roche, cette pression est libérée, et la roche cherche naturellement à s'effondrer vers l'intérieur. Les ingénieurs doivent constamment renforcer le tunnel avec des structures en acier et des revêtements en béton au fur et à mesure de l'avancement. La géologie rend les choses encore plus difficiles. La roche n'est pas uniforme. Elle varie entre du granit extrêmement dur et des zones fracturées remplies d'eau souterraine. Si les équipes rencontrent une fracture aquifère, des milliers de litres d'eau par minute peuvent soudainement envahir le tunnel. Il faut alors pomper cette eau tout en continuant à avancer. Puis il y a le méthane. Certaines formations rocheuses contiennent des poches de gaz méthane sous pression. Percer l'une de ces poches peut provoquer des explosions ou intoxiquer les ouvriers. Chaque mètre de progression nécessite donc des relevés minutieux afin de détecter les poches de gaz avant de les atteindre. Le tunnel doit également maintenir une pente extrêmement précise. Une légère inclinaison permettant à l'eau de s'écouler naturellement par gravité depuis l'altitude plus élevée de la rivière Jinsha vers les régions plus basses du centre du Yunnan. Si cette pente est incorrecte, l'eau s'écoulera soit trop lentement, soit trop rapidement, provoquant de l'érosion ou l'accumulation de sédiments. La ventilation est une question de vie ou de mort. Les ouvriers travaillent à plusieurs kilomètres sous terre avec une circulation d'air limitée. Le tunnel nécessite d'importants puits de ventilation forés depuis la surface, ainsi que des ventilateurs qui injectent de l'air frais et évacuent l'air vicié. Mais forer des puits de ventilation à travers des centaines de mètres de roches constitue en soi un défi d'ingénierie. La construction a commencé au milieu des années 2010 et devrait se poursuivre jusqu'au milieu des années 2020. Au plus fort des travaux, des tunneliers travaillaient simultanément à partir de plusieurs points d'accès, progressant les uns vers les autres avec une précision de l'ordre du millimètre. Lorsque les différentes sections se rejoignent, elles doivent s'aligner parfaitement, sinon le tunnel ne pourra pas fonctionner correctement. Les bénéfices attendus sont énormes. Une fois achevé, le tunnel contribuera à détourner chaque année des milliards de mètres cubes d'eau de la rivière Jinsha vers le centre du Yunnan. Cette eau alimentera les villes en eau potable, irriguera les terres agricoles et soutiendra le développement industriel d'une région qui souffre depuis longtemps d'un manque chronique d'eau. Mais le projet n'est pas exempt de controverses. Les communautés situées en aval et dépendantes de la rivière Jinsha s'inquiètent d'une réduction du débit. Les groupes environnementaux soulignent que détourner l'eau modifie les écosystèmes. Des espèces adaptées à certains niveaux de débit doivent désormais s'adapter à une quantité d'eau plus faible. Il existe également une dimension internationale. La rivière Jinsha devient finalement le Mékong, qui traverse l'Asie du Sud-Est. Toute eau détournée en Chine est une eau qui n'atteint pas les pays situés en aval. La réponse de la Chine est que le volume détourné ne représente qu'un faible pourcentage du débit total de la rivière et qu'il n'aura pas d'impact significatif sur les utilisateurs en aval. Mais lorsqu'on parle de milliards de mètres cubes,
Même un faible pourcentage représente une quantité considérable d'eau. Le tunnel Yinjiang-Buan fait partie du vaste projet de dérivation d'eau du centre du Yunnan, qui comprend plusieurs tunnels, conduites et stations de pompage. Il s'agit d'un immense système interconnecté conçu pour déplacer l'eau depuis les régions où elle est abondante vers celles qui en ont besoin. Et puisqu'il est question de déplacer l'eau à une échelle gigantesque, cela nous amène au numéro 2 de notre liste, un projet qui dépasse même ce tunnel ambitieux. Si vous pensiez qu'un seul tunnel géant traversant une montagne était impressionnant, imaginez maintenant tout un réseau de tunnels, de canalisations, de réservoirs et de stations de pompage conçus pour déplacer de l'eau à travers une zone de la taille de l'Allemagne. C'est le projet de dérivation d'eau du centre du Yunnan, et il est déjà en cours de construction. Le problème de base est simple mais grave. La province du Yunnan dispose d'eau au mauvais endroit. Les parties occidentales et méridionales de la province bénéficient d'abondantes précipitations et de débits fluviaux importants. Les régions centrales et orientales, où se concentre la majorité de la population et de l'agriculture, sont sèches. Kunming, la capitale provinciale dont l'agglomération compte plus de 6 millions d'habitants, souffre de pénurie chronique d'eau. Historiquement, les habitants se sont adaptés en utilisant l'eau avec parcimonie et en s'appuyant sur des ressources locales limitées. Mais à mesure que la population augmentait et que l'économie se développait, cette stratégie a cessé de fonctionner. Les sécheresses sont devenues de véritables crises. Les lacs et les réservoirs se sont asséchés. L'agriculture a souffert. Quelque chose devait changer. La solution consiste à déplacer l'eau, beaucoup d'eau, depuis la rivière Jinsha à l'ouest vers les régions sèches du centre. L'ampleur du projet est vertigineuse. Il vise à détourner 3,4 milliards de mètres cubes d'eau chaque année. Cela suffit à remplir plus de 1,3 million de piscines olympiques, chaque année. Mais il ne s'agit pas simplement de creuser un tunnel. Le projet de dérivation d'eau du centre du Yunnan est un système complexe et multiphase qui comprend plus de 660 km de tunnels, dont le tunnel Yinjiang-Buan dont nous venons de parler, des centaines de kilomètres de conduites et d'aqueducs, plusieurs stations de pompage destinées à faire franchir à l'eau des crêtes montagneuses, des réservoirs permettant de stocker l'eau pour les saisons sèches, des usines de traitement garantissant la qualité de l'eau, des réseaux de distribution destinés à acheminer l'eau vers les villes et les exploitations agricoles. Le tracé traverse certains des terrains géologiques les plus complexes de Chine. La région se situe à la lisière du plateau tibétain avec des chaînes montagneuses, des vallées profondes et des failles actives. Creuser des tunnels dans ce paysage implique de gérer des roches fracturées, des rivières souterraines, des poches de méthane et des nappes phréatiques sous haute pression. Dans certaines sections, le tunnel se trouve à plus de 700 mètres sous la surface. C'est plus profond que 2 Empire State Building empilés l'un sur l'autre. À ces profondeurs, la température de la roche peut dépasser 30 degrés Celsius, rendant les conditions de travail extrêmement difficiles pour les équipes de construction. Le projet comprend également d'immenses stations de pompage qui élèvent l'eau de plusieurs centaines de mètres. L'eau est lourde. 1 mètre cube pèse 1 tonne métrique. Pomper des milliards de mètres cubes d'eau vers le haut exige des quantités énormes d'énergie. Les stations de pompage du projet figurent parmi les plus grandes au monde, chacune équipée de plusieurs pompes à très haute capacité, alimentées par des postes électriques dédiés. La qualité de l'eau constitue une autre préoccupation majeure. L'eau de la rivière Jinsha doit être traitée avant d'être distribuée aux villes. Le projet comprend plusieurs usines de traitement qui filtrent les sédiments, éliminent les polluants et garantissent que l'eau respecte les normes de potabilité. La construction a commencé en 2016 et se déroule par phases. La première phase était centrée sur les tunnels et les infrastructures de base. La deuxième phase, actuellement en cours, développe les réseaux de distribution et construit des capacités de stockage supplémentaires. L'achèvement complet n'est pas attendu avant la fin des années 2020. Le coût est colossal. Les estimations varient entre 6 et 10 milliards de dollars selon la manière dont différents éléments du projet sont comptabilisés. Cela peut sembler énorme, mais il faut considérer l'alternative. Sans ce projet, le centre du Yunnan continuerait à subir des crises de l'eau qui limiteraient le développement économique et menaceraient la qualité de vie de dizaines de millions de personnes. Les bénéfices commencent déjà à être visibles dans les zones où le projet est opérationnel. Des villes qui rationnaient autrefois l'eau pendant les saisons sèches disposent désormais d'approvisionnements fiables. Des terres agricoles à peine viables deviennent productives. De nouvelles industries nécessitant d'importantes quantités d'eau s'implantent dans la région. Mais les critiques soulèvent des préoccupations importantes. Le détournement de l'eau de la rivière Jinsha affecte les écosystèmes situés en aval. Les populations de poissons évoluent. Les habitats riverains s'assèchent.
Et il existe également une dimension internationale. La Jinsha devient le Mekong, qui traverse 6 pays. Toute eau détournée en Chine est une eau qui n'atteint pas le Myanmar, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. La Chine affirme que le volume détourné représente une faible fraction du débit total du fleuve et que des accords garantissent le maintien d'un débit minimal en aval. Mais la confiance est rare lorsqu'il est question de ressources en eau partagées. À l'intérieur du pays, certains s'inquiètent de ce qui se passera si le changement climatique modifie les régimes de précipitation. Le projet repose sur les niveaux historiques de disponibilité en eau de la rivière Jinsha. Si les sécheresses deviennent plus fréquentes, la quantité d'eau disponible pour la dérivation pourrait diminuer, réduisant ainsi la valeur de l'investissement. Des questions se posent également concernant les droits d'utilisation de l'eau et sa tarification. Qui paiera cette eau ? Les utilisateurs agricoles doivent-ils payer le même prix que les villes ? Que se passera-t-il lorsque la demande dépassera la capacité du système à fournir de l'eau ? Ce sont des questions politiques complexes auxquelles il n'existe pas de réponse simple. Mais le projet physique continue d'avancer malgré tout. Les tunnels sont en cours de forage, les conduites sont en cours d'installation, les stations de pompage entrent progressivement en service. Le projet de dérivation d'eau du centre du Yunnan représente la conviction de la Chine que l'ingénierie peut résoudre les problèmes de rareté des ressources. Savoir si cette confiance est justifiée dépendra de facteurs environnementaux, économiques et politiques qui se révéleront au cours des décennies à venir. Mais même ce projet gigantesque, qui déplace des milliards de mètres cubes d'eau à travers une province entière, n'occupe que la 2e place de notre liste. Car le méga-projet numéro 1 est quelque chose qui défie l'entendement. Un projet si immense qu'il fait paraître le projet du centre du Yunnan comme un simple canal d'irrigation locale. Et si vous pouviez prendre l'eau des régions humides du sud de votre pays et la déplacer sur des milliers de kilomètres vers les régions sèches du nord où vivent des centaines de millions de personnes ? Cela semble impossible, cela semble insensé. La Chine est en train de le faire. Le projet de dérivation d'eau du sud vers le nord est le plus grand projet de transfert d'eau jamais entrepris dans l'histoire de l'humanité. Pas seulement en Chine, dans le monde entier, de toute l'histoire. Voici le problème auquel la Chine était confrontée. Le nord concentre la majorité de la population, de l'agriculture et de l'industrie. Mais il dispose de très peu d'eau. Le sud possède des ressources hydriques abondantes, mais beaucoup moins d'habitants. Le fleuve Jaune, qui traverse le nord, est surexploité et il lui arrive même de s'assécher avant d'atteindre la mer. Pékin, une ville de 21 millions d'habitants, se trouve dans une région qui dispose de moins d'eau par habitant que l'Arabie Saoudite. Pendant des décennies, la Chine a géré ce déséquilibre grâce à une combinaison de pompage des eaux souterraines, de rationnement strict et de limitation du développement. Mais les niveaux des nappes phréatiques diminuaient, le rationnement freinait la croissance économique et la population continuait d'augmenter. Quelque chose devait changer. La solution, proposée pour la première fois par Mao Zedong dans les années 1950, puis finalement mise en œuvre au début des années 2000, consistait à transférer l'eau du bassin du Yangtze dans le sud vers le bassin du fleuve Jaune et les villes du nord. Pas un peu d'eau, des quantités gigantesques. L'objectif final est de transférer 44,8 milliards de mètres cubes d'eau par an. Pour mettre cela en perspective, c'est suffisamment d'eau pour alimenter l'ensemble du Royaume-Uni pendant près de 2 ans, chaque année. Le projet se compose de 3 gigantesques itinéraires, la route orientale, la route centrale et la route occidentale, chacune prélevant l'eau à différents points du Yangtze et l'acheminant vers le nord par des chemins différents. La route orientale commence près du delta du Yangtze et pompe l'eau vers le nord à travers une série de canaux, de rivières et de lacs. Elle mesure plus de 1150 km de long et comprend plusieurs énormes stations de pompage car le tracé monte en altitude. L'eau doit être élevée de plus de 65 mètres. Imaginez un escalier pour l'eau où chaque marche est une station de pompage soulevant des millions de tonnes d'eau vers le niveau supérieur. Cette route est devenue opérationnelle en 2013 et fournit de l'eau aux villes des provinces du Jiangsu et du Shandong jusqu'à atteindre Tianjin au nord. La route centrale est encore plus ambitieuse. Elle commence au réservoir de Danjiangkou sur la rivière Han, un affluent du Yangtze, et s'écoule vers le nord grâce à un système de canaux spécialement construit. Le tracé mesure 1432 km de long, soit approximativement la distance entre New York City et Miami, et fournit de l'eau au Henan, au Hebei, à Pékin et à Tianjin. La beauté de cette route centrale réside dans le fait qu'elle fonctionne uniquement grâce à la gravité. L'eau part d'une altitude plus élevée et s'écoule jusqu'à Pékin sans nécessité de pompage sur le canal principal.
Mais cela signifiait que le canal devait être construit avec une pente d'une précision extraordinaire, diminuant de seulement 0,0001, soit 1/10 millième. Une erreur, et l'eau s'écoule soit trop vite, provoquant de l'érosion, soit trop lentement, provoquant l'accumulation de sédiments. Le canal devait également franchir des rivières, des routes et des voies ferrées. Dans de nombreux endroits, les ingénieurs ont construit des aqueducs, des canaux transportant l'eau au-dessus du niveau du sol, traversant des vallées et franchissant des autoroutes. Ailleurs, ils ont construit des tunnels pour passer sous les obstacles. La logistique nécessaire à la construction de plus de 1400 km de canal parfaitement calibré, avec ses franchissements et ses structures de contrôle, est vertigineuse. La route centrale est entrée en service en 2014 et livre déjà des milliards de mètres cubes d'eau chaque année au nord de la Chine. Pékin reçoit désormais une part importante de son approvisionnement en eau grâce à cette route, réduisant la pression sur les nappes phréatiques locales. Puis vient la route occidentale. Celle-ci est encore largement au stade de la planification et c'est de loin la plus controversée et la plus difficile sur le plan technique. La route occidentale prélèverait de l'eau aux sources du Yangtze sur le plateau tibétain pour la détourner vers les sources du fleuve Jaune. Le problème, cette région se situe entre 3000 et 4000 mètres d'altitude. Le terrain est isolé, montagneux et sismiquement actif. Construire des infrastructures ici signifie travailler dans des conditions qui mettent à l'épreuve les limites de l'endurance humaine. Cette route nécessiterait plusieurs grands tunnels à travers des chaînes montagneuses, des barrages destinés à créer des réservoirs et des infrastructures capables de fonctionner dans des températures glaciales et en haute altitude. Les coûts estimés de la route occidentale se chiffrent en dizaines de milliards de dollars, et son achèvement, s'il a lieu, ne surviendrait pas avant les années 2030 ou 100 ans au-delà. Les critiques de la route occidentale soulignent son impact environnemental. Les sources du Yangtze sont essentielles aux écosystèmes de tout le bassin fluvial. Détourner l'eau à sa source pourrait entraîner des effets en cascade en aval. Des inquiétudes existent également concernant les conséquences sur l'environnement fragile du plateau tibétain. L'ensemble du projet de dérivation d'eau du sud vers le nord a déjà coûté plus de 80 milliards de dollars, les routes orientales et centrales étant opérationnelles, tandis que la route occidentale reste en phase de planification. Une fois terminée, l'ensemble des 3 itinéraires transférera près de 45 milliards de mètres cubes d'eau chaque année, soit à peu près l'équivalent du débit annuel total du Colorado River. L'impact humain de la construction a été immense. Plus de 330 000 personnes ont été déplacées pour faire place aux réservoirs et aux canaux. D'anciens villages ont été engloutis. Des terres agricoles ont été réquisitionnées. Les perturbations sociales ont été considérables, même si le gouvernement a fourni des compensations et des logements de relogement. Sur le plan environnemental, les conséquences sont complexes. D'un côté, le projet réduit la pression sur les nappes phréatiques du nord, qui étaient exploitées à un rythme insoutenable. De l'autre, détourner l'eau du Yangtze modifie les écosystèmes tout au long du fleuve. Des espèces adaptées à certains niveaux d'eau et à certains débits doivent désormais faire face à de nouvelles conditions. Des questions se posent également concernant la qualité de l'eau. Transporter l'eau à travers des canaux et des conduites crée des risques de contamination liés au ruissellement agricole, aux rejets industriels et à la pollution urbaine. Le projet comprend de nombreuses installations de traitement de l'eau, mais maintenir une qualité constante sur des milliers de kilomètres reste un défi permanent. D'un point de vue économique, les bénéfices sont évidents pour le nord de la Chine. Des villes comme Pékin ne font plus face à la perspective immédiate de manquer d'eau. L'agriculture dans les provinces souffrant du stress hydrique bénéficie d'une irrigation plus fiable. Les industries nécessitant d'importantes quantités d'eau peuvent continuer à fonctionner. Mais il existe un coût qui dépasse le budget de construction. L'eau n'est pas gratuite. Les utilisateurs paient pour l'eau fournie par le projet et ces coûts sont répercutés sur les consommateurs et les entreprises. Les débats se poursuivent concernant la tarification. L'eau doit-elle être subventionnée pour encourager le développement économique ou vendue à son coût réel afin d'encourager les économies ? Ce sont des questions politiques complexes auxquelles il n'existe pas de réponse simple. Mais le projet physique continue d'avancer malgré tout. Les tunnels sont en cours de forage, les conduites sont en cours d'installation, les stations de pompage entrent progressivement en service. Le projet de dérivation d'eau du sud vers le nord devrait être pleinement opérationnel, y compris la route occidentale, au cours des années 2040. Une fois achevé, il aura complètement remodelé la géographie de l'eau en Chine, déplaçant l'eau à une échelle jamais tentée auparavant. C'est un témoignage de ce que l'ingénierie moderne peut accomplir, et un rappel que résoudre les problèmes de rareté des ressources à l'échelle nationale exige de voir grand, vraiment très grand.
Des lignes ferroviaires qui grimpent jusqu'au toit du monde, aux barrages qui produisent plus d'énergie que certains pays n'en consomment, jusqu'aux tunnels qui déplacent des rivières à travers des provinces entières, l'eau méga-projet d'infrastructures chinois redéfinissent ce qui est possible au XXIe siècle. Qu'en pensez-vous ? Ces projets sont-ils des exploits d'ingénierie impressionnants ou leurs coûts dépassent-ils les bénéfices ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Continuez à suivre Signium, où nous vous racontons les histoires les plus fascinantes des plus grands méga-projets du monde.